Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde partie de l'amphi d'automatisme du semestre 1 de DUT GMP. Pour commencer, quelques rappels sur la partie 1 et d'abord sur l'architecture d'un système automatisé. Nous avions vu un exemple sur la machine de tri avec un ensemble d'actionneurs, des vérins, un électroaimant notamment, un ensemble d'effecteurs qui permettent d'agir sur le produit, donc de lui transmettre un effort mécanique par exemple, ou un mouvement. Et donc l'ensemble de ces actionneurs et de ces effecteurs constitue la partie opérative. Pour piloter cette partie opérative, on dispose d'une partie commande, qui est ni plus ni moins, on va dire aujourd'hui, qu'un ordinateur, un peu spécifique, mais qui ressemble beaucoup à un ordinateur, qui va permettre de piloter cette partie opérative, mais il est nécessaire de placer entre les deux ce qu'on appelle une interface, et comme on le verra par la suite, cette interface va comprendre les préactionneurs et les capteurs. Cette interface permet d'adapter les signaux échangés entre la partie commande et la partie opérative. La partie commande va traiter des signaux de l'ordre de la dizaine de volts, on va dire entre 0 et 24 volts ou plus ou moins 10 volts, alors que la partie opérative, et notamment les actionneurs, vont attendre des énergies pneumatiques, hydrauliques ou électriques, parfois de très forte puissance. De la même manière, on va souhaiter observer cette partie opérative, son état, c'est-à-dire la position des pièces, la position des actionneurs, des vitesses, des températures, des déformations. Et donc, bien évidemment, il va falloir transformer les grandeurs physiques en signaux électriques interprétables pour la partie commande. Et donc, c'est cette interface via les capteurs qui va se charger de cette transformation. Un élément supplémentaire qui n'a pas été évoqué dans la partie 1 et qui est très important aujourd'hui du point de vue, on va dire, de l'organisation industrielle, c'est le dialogue avec l'opérateur, c'est-à-dire avec les personnes qui vont conduire ces machines de production, les mettre en marche, les arrêter, réaliser des phases de test. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de cette architecture. Donc, nous avons ici les composants d'une chaîne fonctionnelle étant un ensemble de composants liés entre eux, permettant de réaliser une fonction élémentaire. Si nous reprenons l'exemple de la machine de tri, vue dans la partie 1, eh bien, ces fonctions élémentaires sont par exemple déplacer une pièce horizontalement, déplacer une pièce verticalement, saisir une pièce, éjecter une pièce devant, éjecter une pièce derrière. Il s'agit bien ici de fonctions, puisqu'on ne donne aucune indication quand on décrit ces fonctions sur la manière de réaliser, sur les actionneurs utilisés. Ensuite, c'est la chaîne fonctionnelle qui, dans le détail, va nous décrire pour chaque fonction quels sont les composants qui permettent de les réaliser. Donc nous avons là sur la partie gauche de ce transparent un exemple d'une chaîne fonctionnelle générique, puisqu'on va partir en haut de la partie commande. Cette partie commande va agir sur les préactionneurs, donc modifier en fait l'état des préactionneurs, type distributeur, type relais ou contacteur. Ces préactionneurs vont ensuite agir sur les actionneurs, soit en transmettant de l'air sous pression pour un vérin pneumatique, soit en transmettant une énergie électrique de forte puissance pour un moteur, par exemple électrique, soit en transmettant de l'huile sous pression pour un composant hydraulique. Ensuite, ces actionneurs vont transmettre généralement un effort, un mouvement à un effecteur qui lui-même va agir sur les produits, qu'on appelle le flux de produits. Bien évidemment, il n'est pas imaginable de piloter à l'aveugle la partie opérative et la machine, et donc on a besoin d'avoir des informations sur l'état, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement. C'est pas parce que je demande à un vérin de sortir qu'il est nécessairement sorti, et donc on a besoin de capteurs pour nous informer, pour informer la partie commande de l'état réel de la machine. D'un point de vue technologique, ce qui avait été présenté sur la partie 1, c'était le vocabulaire associé en fait aux technologies des grands domaines, aussi bien pneumatique, hydraulique qu'électrique. Donc on parle de distributeurs dans le domaine pneumatique et hydraulique, on parle de vérins, vérins rotatifs, de moteurs, de pinces. Dans le domaine électrique, au niveau des préactionneurs, on va plutôt parler de relais, de contacteurs, de variateurs de vitesse, de cartes d'axe. Sur les actionneurs, c'est un peu la même terminologie, donc on va parler de moteur électrique, c'est des actionneurs très courants, de vérins, un peu moins, d'électroaimants ou d'axes linéaires. Donc nous avions commencé à voir le principe de fonctionnement des distributeurs pneumatiques et on avait vu également le principe de fonctionnement d'un vérin pneumatique. Nous allons donc voir maintenant ce qui nous intéresse au niveau automatique, c'est-à-dire on va avoir une démarche inverse, c'est-à-dire qu'en fonction des actions à réaliser sur la machine, on va rechercher en fait comment nos distributeurs doivent évoluer. Donc un exemple, on reprend toujours la machine de tri qui était présentée. Sur cette machine de tri,
il y avait deux vérins en fait sous un plateau qui permettent d'éjecter une pièce soit devant, soit derrière. Ces vérins sont ce qu'on appelle des vérins simple effet. Alors pourquoi un vérin simple effet? Puisqu'on voit que dans ce vérin il y a un ressort, et donc ce vérin possède un seul orifice qui va permettre en fait de gérer l'état de la pression dans cette chambre qu'on appelle la grande chambre du vérin. Le distributeur, donc le distributeur, lui, est un distributeur bien évidemment à trois orifices, donc 1, 2 et 3, donc un orifice connecté au vérin, c'est-à-dire qu'il y a un tuyau, physiquement il y a un tuyau, un orifice connecté à la pression, on va retrouver également un tuyau, et ici un orifice connecté à l'échappement, et là on va retrouver ce qu'on appelle un silencieux, comme vous pourrez le voir en TP, ce sont des petites pièces pour limiter le bruit lors de l'échappement de l'air. Donc ce distributeur possède deux positions. Dans la position de droite, on voit que la source de pression va envoyer l'air dans le vérin. Et dans la position de gauche, bien évidemment, vous voyez que on va lier l'orifice numéro 2 à l'orifice numéro 3. Ça veut dire que la grande chambre sera connectée à l'échappement. Ensuite, comment réalise-t-on le déplacement de ce distributeur? Donc c'est un distributeur qui possède deux commandes, une à droite, une à gauche. À droite, il s'agit d'un ressort, et à gauche, il s'agit d'une bobine. Donc un distributeur avec deux positions, un ressort d'un côté, une bobine de l'autre, c'est ce qu'on va appeler un distributeur monostable, puisque si on n'alimente pas la bobine, le distributeur est forcément dans la position représentée ici. Alors, quelques éléments de vocabulaire avant de compléter la partie droite de ce transparent. On va aborder la notion de niveau logique d'une sortie. Ça veut dire que ma partie commande va pouvoir alimenter ou pas la bobine électrique via ce qu'on appelle une sortie. Alors les sorties, en anglais, c'est output. Ça commence par O, donc on devrait les noter O, sauf que le O pose un petit problème. C'est un problème de confusion avec le 0. Et donc pour éviter toute erreur, depuis très longtemps, les sorties sont notées Q. Voilà, puisque du coup le symbole Q est très différent du symbole 0. Donc une sortie, on va parler de niveau logique, vrai ou faux, bien évidemment, sachant que ensuite va correspondre un état électrique de la bobine qui va être alimenté ou non. Donc, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se pose la question, quand ma sortie est à l'état logique vrai, dans quel état est ma bobine? Est-ce qu'elle est alimentée ou non? Donc là, en fait, on va considérer que la partie commande est en logique positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la sortie est fausse, la bobine n'est pas alimentée électriquement. Inversement, quand la sortie est vraie, la bobine est alimentée. Donc on va dire que c'est l'hypothèse la plus simple puisque c'est plus évident de faire ce lien-là. Donc maintenant, en automatisme, ce qu'on va rechercher, c'est comment les sorties doivent évoluer au cours du temps afin bien évidemment que la machine remplisse sa fonction, comme ici, trier les pièces. Donc par exemple, à un moment donné, dans la séquence d'actions réalisées, on souhaite faire sortir le vérin. Donc on a identifié, on a fait l'analyse de la partie mécanique de la machine, on a identifié les actions à réaliser au niveau des actionneurs, et donc maintenant on cherche comment les sorties de la partie commande doivent évoluer. Donc là, bien évidemment, il y a des relations de causalité entre les mouvements du vérin et les évolutions de la sortie Q2. Entre les deux, nous avons un distributeur. On va donc remonter en fait cette chaîne de causalité pour déterminer l'état de notre sortie Q2 qui permettra d'obtenir notre action. Bien évidemment, si on souhaite faire sortir le vérin, c'est qu'il est actuellement rentré. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Il y aurait eu un problème dans l'analyse précédente faite sur les actions à réaliser au niveau des actionneurs. Donc si mon vérin est rentré, ça veut dire qu'effectivement, je suis dans la position actuellement de gauche de mon distributeur, puisque il faut que ma grande chambre soit à l'échappement pour que mon vérin soit rentré. Donc maintenant, je me pose comme question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le vérin sorte? Première chose, je vais analyser mon actionneur et me dire, pour que le vérin sorte, dans quel état doivent être chacune des chambres du vérin. Nous avons ici un vérin simple effet, il n'y a qu'une chambre, et cette chambre doit être à la pression. Haute pression. Alors en pneumatique, c'est des pressions hautes, mais pas très très hautes, puisqu'on parle ici de quelques bars. Ensuite, on va se poser la question, pour que la grande chambre du vérin soit à la haute pression, dans quelle position doit être mon préactionneur? C'est-à-dire dans quel état? Est-ce qu'il doit être dans la position de gauche ou dans la position de droite? Voilà, il suffit de suivre les flèches, et on se rend compte que, bien évidemment, ici, pour mettre sous pression la grande chambre du vérin, il faut que le préactionneur soit dans la position de droite, tel que représenté sur la figure. Ensuite, une fois que j'ai déterminé dans quelle position doit être mon distributeur, ça veut dire que précédemment il était dans la position de gauche et je souhaite le faire passer dans la position de droite, et je me pose maintenant la question de quelle action je dois réaliser sur ces commandes. Ici, il n'a qu'une seule commande pilotable
qui est la bobine, la deuxième commande étant un ressort que je ne peux pas moi piloter depuis l'automate. Donc je me pose la question, la bobine de mon distributeur doit-elle être alimentée ou non pour que mon distributeur soit dans la position de droite telle que représentée ici? Eh bien non, puisque le ressort en fait va avoir pour effet de pousser le distributeur vers la gauche, et donc bien évidemment la bobine ne doit pas être alimentée. Et enfin, ayant fait l'hypothèse que ma partie commande est en logique positive, ça veut dire que si la bobine n'est pas alimentée, ma sortie Q2 doit donc être fausse. Alors là, on a plusieurs terminologies. Comme vous le verrez en TD, quand on est à l'écrit, on va plutôt indiquer 0, parce que c'est plus rapide d'écrire 0 que d'écrire faux. À l'oral, on va plutôt parler vrai-faux pour une sortie. Et dans le domaine, en revanche, de l'électronique ou en électricité, on parle plutôt de niveau haut, niveau bas. Tout ça, ce sont des synonymes. Voilà. Il n'y a pas de différence entre 0, niveau bas et faux. Voilà pour ce premier exemple, et donc on va poursuivre sur les autres exemples de la machine de tri en allant bien évidemment un peu plus rapidement. Le deuxième exemple, toujours sur cette même chaîne fonctionnelle, ce même vérin, ce même distributeur avec toujours la sortie Q2, sauf que cette fois-ci je souhaite rentrer le vérin. Donc pour rentrer le vérin, comme c'est un vérin simple effet, il faut que la grande chambre soit mise à l'échappement pour que l'air s'échappe et que sous l'effet du ressort le vérin rentre. Donc basse pression pour la grande chambre de mon vérin. Pour que l'air s'échappe de la grande chambre, il faut placer le distributeur dans la position de gauche. Et pour mettre le distributeur dans cette position, il faut alimenter la bobine qui est à gauche. Et donc pour alimenter la bobine, il va falloir que la sortie Q2 soit vraie, c'est-à-dire qu'elle soit à l'état 1 d'un point de vue logique booléenne, ou à l'état O, suivant la terminologie plutôt employée en électronique. Exemple suivant, on change cette fois-ci de chaîne, non, pardon, c'est toujours la même chaîne fonctionnelle. On souhaite maintenant deux actions. Alors, on accélère un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes les étapes intermédiaires, puisque normalement vous devez avoir compris le principe de l'analyse. Donc je vais simplement ici indiquer l'état électrique de la bobine et le niveau logique, et faire le raisonnement uniquement à l'oral. L'action souhaitée, c'est de maintenir le vérin sorti. Donc pour maintenir le vérin sorti, il faut maintenir la grande chambre à la pression, et pour maintenir la grande chambre à la pression, il faut placer le distributeur dans sa position de droite. Pour que le distributeur soit placé sur cette position, il ne faut pas alimenter la bobine, il faut donc que Q2 soit faux. Donc bobine non alimentée, Q2 faux. Ensuite, si je souhaite maintenir le vérin rentré, il faut que la grande chambre du vérin reste à l'échappement. Pour que la grande chambre du vérin reste à l'échappement, il faut que le distributeur reste dans la position de gauche. Et comme ici, il s'agit d'un distributeur monostable, donc avec un ressort sur la partie droite, il faut que je maintienne ma bobine alimentée en permanence pour maintenir mon distributeur dans cette position de gauche. Donc bobine alimentée, sortie Q2, vrai. Voilà pour cette première chaîne fonctionnelle avec 4 actions: sortir vers 1, rentrer vers 1, maintenir vers 1 sortie, maintenir vers 1 rentrée. Voyons maintenant l'autre chaîne fonctionnelle. Donc, pour rappel, cette seconde chaîne fonctionnelle, c'est donc le vérin vertical, le vérin horizontal de la machine de tri. C'est donc un vérin qu'on appelle double effet. Donc cette fois-ci, il y aura deux orifices et on va gérer la pression dans chacune des chambres du vérin. Pour ça, on a un distributeur toujours avec deux positions et on a choisi un distributeur avec deux bobines. Voilà, donc une bobine côté droit, une bobine côté gauche. Chaque bobine est électriquement raccordée à la partie commande, donc ici la bobine de gauche sur la sortie Q3, la bobine de droite pilotée par la sortie Q4. Toujours pareil, on considère des niveaux logiques vrai-faux, l'état des bobines électriques sont alimentées ou non, et on considère toujours que notre partie commande est en logique positive. Ce que je souhaite, c'est faire sortir le vérin. Donc pour faire sortir le vérin, je fais d'abord l'analyse sur le vérin. Ça veut dire qu'il faut mettre sa grande chambre sous pression et la petite chambre à l'échappement. Eh bien, ça correspond au niveau du distributeur à la position de droite, représentée ici, puisque j'ai le rond avec le point à la source de pression, la flèche, l'échappement. Donc, bien évidemment, si je souhaite sortir le vérin, c'est que précédemment, il était en position rentrée, et c'est que mon distributeur était donc dans l'autre position, était dans la position de gauche. Donc pour passer mon distributeur dans la position de droite, il faut donc alimenter cette bobine ici à droite et ne pas alimenter la bobine à gauche. Ça veut dire quoi? Il faut que Q4 soit vrai et que Q3 soit faux. Donc niveau logique de la sortie Q3, faux. Niveau logique de la sortie Q4, vrai. Si maintenant je souhaite maintenir mon vérin sorti, alors pour le maintenir sorti, il faut que je maintienne la pression dans la grande chambre, la petite à l'échappement. Il faut donc que je maintienne mon distributeur dans cette position de droite
Or ici, on a un distributeur un peu particulier parce qu'il a deux positions et deux bobines. Donc je me rends compte que si je n'alimente pas la bobine de gauche, eh bien, quoi que je fasse au niveau de la bobine de droite, le distributeur restera dans cette position. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la bobine de droite, elle peut être alimentée ou non en fonction de la programmation et des équations qu'on va rechercher. Donc ici, la sortie Q3 doit forcément être à l'état faux pour ne pas alimenter la bobine de gauche. En revanche, la sortie Q4, on a le choix. Soit elle peut être vraie, soit elle peut être à l'état faux pour alimenter ou non la bobine de droite, ce qui ne changera pas la position du distributeur. Donc ça sera au moment de la recherche des équations, comme vu en TD, où on décidera si la sortie doit être vraie ou doit être fausse. Maintenant, si on souhaite faire rentrer le vérin, donc si on souhaite faire rentrer le vérin, eh bien, il faut mettre la chambre de gauche qu'on appelle la petite chambre sous pression, mettre la chambre de droite qu'on appelle la grande chambre à l'échappement, c'est-à-dire à l'air libre pour que l'air s'échappe, et donc il va falloir placer le distributeur sur cette position de gauche. Pour mettre le distributeur sur la position de gauche, il faut alimenter la bobine qui est à côté de la position, c'est-à-dire la bobine de gauche, et donc mettre Q3 à vrai. En revanche, la bobine de droite ne doit pas être alimentée et Q4 doit être faux. Dernière action sur cette chaîne fonctionnelle, c'est de maintenir le vérin rentré. Donc là, pour maintenir le vérin rentré, toujours même principe, il faut maintenir la pression dans la grande chambre, maintenir la pression dans la petite chambre et maintenir la grande chambre à l'échappement, c'est-à-dire à l'air libre. Et donc maintenir le distributeur dans la position de gauche. Et donc pour maintenir le distributeur dans la position de gauche, la seule chose à faire est de ne pas alimenter la bobine qui est ici pour conserver la position de gauche. Donc sur Q3, on peut alimenter ou pas la bobine qui est à gauche, c'est-à-dire Q3 peut être vrai ou faux, ça ne changera rien. En revanche, il ne faut absolument pas alimenter la bobine de droite, et donc Q4 doit être faux. Voilà pour les 4 actions associées à cette chaîne fonctionnelle constituée d'un vérin double effet et d'un distributeur 4-2, donc 4 orifices de position qui est bistable, puisqu'il a 2 bobines qui permettent de changer ses positions. Voyons maintenant l'électroaimant. Alors, quelques explications sur cette chaîne fonctionnelle hein, qui est constituée uniquement de composants électriques. Un électroaimant, comme je vous l'ai expliqué, un électroaimant c'est quoi? Vous prenez un fil de cuivre, vous l'entourez de nombreuses fois, ça va créer ce qu'on appelle une bobine, et donc il va falloir bien évidemment alimenter cette bobine électrique pour générer le champ magnétique. Donc on est parti d'un fil, un fil il a deux extrémités, et ces deux extrémités c'est celle où vous voyez ici écrit 24 volts. Bien évidemment, entre ces deux extrémités et la source 24 volts, on va placer ce qu'on appelle un contacteur. Un contacteur, c'est quoi? C'est un interrupteur. Donc ici, il y a deux interrupteurs. La différence, c'est que ce n'est pas votre doigt qui va permettre d'ouvrir ou de fermer ces interrupteurs, mais c'est de nouveau une bobine électrique. Donc dans la symbolique, on voit la bobine et on voit ici le trait qui indique que cette bobine permet de modifier l'état de ces interrupteurs. En électricité, on a l'habitude de représenter les composants à l'état de repos, ça veut dire si la bobine n'est pas alimentée, les deux contacts sont ici fermés. Donc dans l'analyse, je comprends que si j'alimente pas la bobine, lui l'électroaimant va être alimenté en 24 volts. Donc si maintenant je regarde les actions que je peux réaliser au niveau de l'électroaimant, c'est activer l'électroaimant. Ça veut dire que l'électroaimant doit être alimenté électriquement. Pour alimenter l'électroaimant électriquement, il faut fermer les interrupteurs. Et pour fermer les interrupteurs, il ne faut pas alimenter la bobine. Et donc Q5 doit être à fond. Si je veux maintenir l'électroaimant activé, il faut que je maintienne l'alimentation de l'électroaimant, il faut que je maintienne les deux interrupteurs fermés, il faut que la bobine ne soit pas alimentée, et donc il faut que je maintienne Q5 à fond. Si maintenant je souhaite désactiver l'électroaimant pour relâcher la pièce, eh bien, il faut couper l'alimentation électrique de l'électroaimant, ça veut dire ouvrir les deux interrupteurs, et pour ouvrir ces interrupteurs, il faut alimenter la bobine qui est ici à gauche. Et donc Q5 doit être vrai. De la même manière, si je veux maintenir mon électroaimant désactivé, il faut que je maintienne la coupure de courant, la coupure de l'alimentation de l'électroaimant, il faut que je maintienne ces deux interrupteurs, ces deux contacts, hein, on appelle ça des contacts plutôt, mais ces deux contacts ouverts. Et pour maintenir ces contacts ouverts, il faut que je maintienne ma bobine alimentée, et donc il faut que je maintienne Q5 à vrai. Voilà pour la dernière chaîne fonctionnelle de notre machine de tri. Alors maintenant qu'on a compris ces éléments-là, on va voir un petit peu le fonctionnement de la machine, le principe de fonctionnement. Donc bien évidemment, vous avez vu au cours du TD
comment est-ce qu'on recherche les équations logiques, c'est-à-dire une fois que j'ai fait l'analyse de ma machine, une fois que j'ai fait l'analyse du cycle, une fois que j'ai décidé quel mouvement devait réaliser chaque actionneur à quel moment, avec ce qui vient d'être présenté, je suis capable en fait de déterminer quand est-ce que chaque sortie de la partie commande doit évoluer, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle doit être à 0, quand est-ce qu'elle doit être à 1, en fonction des entrées. Et donc là, je peux rechercher mes équations logiques comme vous l'avez fait lors du TD. Voyons maintenant ce qui va se passer une fois que la machine est en fonctionnement. D'accord? Donc là, on change de situation, on considère que la machine est en fonctionnement. Donc on va considérer une machine un peu plus simple, un convoyeur, donc vu du dessus, donc c'est les deux traits verticaux, parallèles. Sur ce convoyeur va se déplacer ce qu'on appelle des palettes. Alors pourquoi mettre des palettes? Le palette c'est simplement un support qui va assurer en fait le contact avec le convoyeur et on va venir placer sur cette palette des éléments du produit qui doit être assemblé ou fabriqué. D'accord? Donc ça, c'est typiquement des systèmes utilisés pour déplacer les produits de poste en poste sur une ligne qui serait entièrement automatisée. Bien évidemment, chaque poste de production ne pourra accepter à chaque instant qu'une et une seule palette, et donc entre les postes de production, on va mettre en fait des barrages qui vont permettre de retenir les palettes un certain temps et de les libérer une par une. Donc ici, c'est pas directement la tige du vérin en fait qui va bloquer, on va dire, l'avancée des palettes. Si on bloquait les palettes avec la tige, il y aurait une difficulté, c'est que si vous avez deux palettes l'une derrière l'autre qui suivent, il faut sortir la tige du vérin juste au bon moment pour laisser passer une palette et bloquer la deuxième. Ce qui serait très compliqué puisque du coup, on aurait une relation, il faudrait gérer la vitesse du vérin en fonction de la vitesse d'avance de la palette et donc de la vitesse du convoyeur. Donc mécaniquement, les gens ont réfléchi pour trouver quelque chose de plus simple et un système de sas qui permet, quelle que soit la vitesse de convoyeur, quelle que soit la vitesse du vérin, de ne laisser passer une et une seule palette. C'est pour ça qu'ici, vous avez deux traits obliques. En fait, c'est un système mécanique avec des pivots qui vont permettre, en fait, mécaniquement, d'assurer qu'il n'y a qu'une et une seule palette qui passe. Donc, bien évidemment, ce sas va être piloté par le vérin qui est ici. Donc, en position rentrée, le sas est fermé. Quand je vais sortir le vérin, je vais laisser passer une et une seule palette. Donc sur ce système, on a trois chaînes fonctionnelles. Déplacer les palettes, réalisées à l'aide d'un convoyeur et comme on va le voir d'un moteur électrique. Bloquer les palettes, donc avec le vérin et ce système mécanique de sas pour laisser passer une et une seule palette à la fois. Et bien évidemment, comme les palettes arrivent de manière aléatoire, l'arrivée des palettes ne dépend pas des actions que je réalise, il y a donc un capteur et donc il y a nécessité d'avoir une chaîne fonctionnelle qui est consacrée uniquement à la détection des palettes, donc détecter une palette. Donc une description simple, voilà, la représentation, on va se focaliser que sur deux pour simplifier le schéma suivant. Donc ici, on a la représentation fonctionnelle de la chaîne fonctionnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une partie commande qui agit sur un distributeur qui s'appelle 2V1, pourquoi pas, qui va agir sur un vérin qui s'appelle 2A1. Donc les distributeurs et le vérin commencent par le même chiffre, ce qui permet très rapidement sur l'équipement réel de voir quel distributeur est lié à quel vérin. Ces fameux doigts qui permettent de réaliser le sas et qui vont agir sur la palette. Et ensuite, j'ai un capteur qui va me détecter la position sortie du vérin. On a ici la représentation technologique. Alors c'est une représentation que vous ne retrouverez pas sur des schémas industriels, parce qu'industriellement, d'un côté, on fait des plans, des schémas électriques, de l'autre côté, on a des schémas pneumatiques. Là, bien évidemment, pour vous expliquer le fonctionnement de l'ensemble, j'ai mélangé les deux. Donc vous avez des traits en pointillés, cette fois-ci, qui représentent les fils électriques. Donc c'est un fil électrique. Et ici, le trait plein qui représente un tuyau dans lequel va circuler de l'air comprimé. Donc ici, on a notre partie commande, une sortie de la partie commande sur laquelle est liée la bobine du distributeur. Il possède deux positions, P1, P2. C'est bien sûr le distributeur 2V1, comme indiqué à gauche, qui va piloter le vérin 2A1. On voit que c'est un vérin simplifié qui possède un seul capteur 2S1 qui permet en fait de détecter s'il est en position sortie ou non. Ce capteur est bien évidemment électriquement câblé sur une entrée de la partie commande. Concernant la chaîne fonctionnelle pour détecter l'arrivée des palettes, et bien là, cette chaîne fonctionnelle est constituée d'un seul capteur, et donc ce capteur, bien évidemment, va être lié à une entrée de l'automate. Alors un capteur, si on ne rentre pas dans la technologie, ce qu'on peut constater, c'est que dans sa symbolique, dans la représentation du capteur, il y a toujours un interrupteur. Donc il faut considérer qu'un capteur, c'est un interrupteur. Petite différence, c'est que chez vous, l'interrupteur change de position à cause de votre doigt. C'est donc votre doigt qui fait changer la position de l'interrupteur quand vous appuyez dessus. Alors que là, un capteur ou un détecteur va changer de position en fonction d'un phénomène physique. Induction, capacitif, photoélectrique, etc., etc.
Alors maintenant, on va représenter tous les éléments ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver en fait la chaîne fonctionnelle avec le vérin. Alors par contre, pour des questions de simplification, je retrouve bien ici mon distributeur de V1, mon vérin de A1, la bobine qui est câblée sur une sortie de mon automate, mon capteur 2S1. Par contre, pour simplifier l'explication, je n'ai pas réalisé le câblage de 2S1 qu'on pourrait câbler ici sur l'entrée numéro 2 par exemple. J'ai ensuite mon capteur qui me permet de détecter l'arrivée des palettes qui lui est câblé sur l'entrée numéro 1. Donc comme un interrupteur, hein, il y a deux fils, donc je mets un fil au 24 volts et un fil que je vais câbler sur l'entrée numéro 1 de mon automate. Sur la partie haute, on retrouve donc en gris la grande boîte grise, notre partie commande. Donc, dans le domaine industriel et dans le domaine des systèmes de production, on appelle ça un automate programmable industriel. Alors, il y a d'autres solutions, mais c'est une solution qui facilite en fait la mise en œuvre, hein, puisqu'on se concentre sur les problématiques d'automatisme et pas d'informatique ici. Et donc plutôt de recherche d'une logique, hein, le but de l'automatisme, c'est de trouver quelle est la logique qui lie les entrées aux sorties, et non pas de se consacrer à des problématiques d'informatique. Donc c'est l'avantage des automates programmes industriels, comme vous le verrez en TP, c'est qu'on a un environnement qui facilite cette programmation. Donc là, dans cet automate, on va retrouver, on va dire, quatre grands éléments pour simplifier, hein. On va retrouver ce qu'on appelle une carte d'entrée. Ça veut dire que sur les entrées, sur chacune des entrées, va arriver une tension, soit 0, soit 24 volts, et à un moment donné, il va falloir convertir cette tension en un niveau logique, c'est-à-dire une variable, quelque part dans la mémoire de l'automate, donc ici ce qu'on appelle la RAM. Si vous avez un téléphone, si vous avez acheté un PC, si vous avez acheté une tablette, dans les caractéristiques de tous ces équipements numériques, on vous donne la quantité de RAM, c'est en fait de la mémoire vive, qui va stocker pendant l'exécution d'une application les variables associées. Donc on va avoir une variable booléenne qui va être associée à l'état de l'entrée 0, à l'état de l'entrée 1, etc. Donc ma carte d'entrée, comme on va le voir, va permettre de faire le lien entre le niveau de tension sur chacune des entrées et les variables qui sont dans la mémoire. On a quelque part le programme, c'est-à-dire les équations logiques qui auront été programmées. Donc ici, dans cet exemple, on n'a qu'une seule équation logique puisqu'on va s'intéresser à une seule sortie. Et donc c'est l'équation logique de la sortie qui permet de piloter la bobine 2V1. Voilà, et puis on va retrouver notre carte de sortie. Donc la carte de sortie, elle va permettre à l'automate de gérer pour chacune des sorties le niveau de tension, donc ici soit 0, soit 24 volts. Comment l'automate fait-il cela? Bon, c'est relativement simple. Si on regarde le principe d'une sortie, c'est en réalité ce qu'on appelle un commun, C1, la sortie 1, et entre les deux, on a un interrupteur. Alors, ce qu'on appelle dispositif de commutation, dans le langage technique, ces interrupteurs en fait, vont être gérés par l'automate. Donc, on retrouve dans la mémoire de l'automate une variable qui correspond à la sortie. Alors, on verra pourquoi en TP on l'appelle Q011, mais en fait, c'est la sortie numéro 1 qui est ici. Et donc, l'automate, quand la variable est à 0, ouvrira l'interrupteur. Quand la variable est à 1, fermera l'interrupteur. Et donc, on va voir dans l'illustration qui suit, évidemment, qu'est-ce qui va se passer, puisqu'on constate que sur C1, eh bien, en fait, on a câblé avec un fil électrique C1 sur une source de tension 24 volts, alors que sur la sortie numéro 1, on passe par la bobine pour être câblé sur le 0 volts. Donc, je pense que vous aurez compris ce qui va se passer. L'alimentation des préactionneurs, c'est-à-dire des distributeurs, des contacteurs, des relais, des variateurs, n'est jamais réalisée par l'automate programmable industriel, puisque la consommation est trop importante, donc on a une alimentation 24 volts externe, comme vous le verrez en TP. Passons maintenant à l'animation. Donc bien évidemment, tant qu'il n'y a pas de palette, le vérin ne doit pas bouger, et ce que représente en fait mon équation, c'est que simplement lorsqu'une palette arrive, lorsque je détecte une palette et que j'ai une demande du poste suivant, eh bien, je dois faire sortir mon vérin. Donc, l'équation logique doit normalement permettre de réaliser ça, et donc on va voir qu'est-ce qui va se passer sur la machine quand une palette arrive. Donc, il faut regarder en bas à droite de l'image. Donc, la palette se déplace pour arriver devant le capteur. Dans le symbole du capteur, il y avait un interrupteur en position ouverte de représenter, et là, je l'ai mis en position fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le capteur est câblé d'un côté au 24 volts, de l'autre sur l'entrée numéro 1, et bien maintenant, sur l'entrée numéro 1, on aura une tension de 24 volts. Précédemment, on avait 0 volts puisque l'interrupteur était ouvert. L'automate va convertir cette information, c'est-à-dire va observer le 24 volts sur l'entrée numéro 1 et va modifier dans la mémoire
l'état de la variable qui représente l'entrée numéro 1. Donc I0, 2, 1. Entrée 1, c'est le dernier chiffre. Et donc cette variable était à 0, elle est maintenant passée à 1. Donc l'automate va faire ça pour chacune des entrées, c'est-à-dire l'automate va observer l'état de tension sur chacune des entrées et convertir cette information en un niveau logique dans sa mémoire. Une fois que l'automate a fait ça, il va résoudre là où les équations, donc ici il n'y a qu'une seule équation. Si on fait la résolution de l'équation, eh ben, on s'aperçoit que la sortie 1, donc la variable qui représente l'état de la sortie 1, Q0, 1, 1, est mise à 1. Donc ça c'est le fait. On utilise les valeurs des variables qui sont là, on les remplace dans l'équation et on trouve que notre sortie 2V1+ doit être vraie. L'automate ayant fini d'exécuter son programme, il va faire ce qu'on appelle maintenant la mise à jour des sorties, c'est-à-dire qu'il va regarder dans sa mémoire quel est l'état de la variable associée à la sortie 1. Il s'aperçoit que la variable est maintenant à 1. Donc, comme la variable est à 1, l'automate vient fermer l'interrupteur entre C1, c'est-à-dire le commun de la sortie 1, et la sortie 1 elle-même. Vous aurez compris qu'une fois que le commun est fermé, eh bien, le courant va pouvoir circuler. Donc si le courant circule, c'est-à-dire qu'on va alimenter la bobine. Quand on alimente la bobine, quelques temps après, le distributeur va passer en position P2. Et une fois que le distributeur est en position P2, on voit que le vérin est alimenté et donc le vérin sort. Voilà. Donc ensuite, ça recommence, bien évidemment, hein, comme on va le voir, puisque le fait que le vérin sorte, ça va modifier la valeur du capteur de S1. Et donc au bout d'un certain temps, sur une des entrées, l'automate va voir que le capteur de S1, on est à 24 volts, donc il va modifier la valeur associée de la variable dans sa mémoire, résoudre le programme, il va retrouver en fait une évolution de la sortie, etc. etc. Donc, on peut avoir une représentation de ces évolutions au cours du temps, et donc on terminera, c'est la partie importante, hein, ça veut dire que sur ces transparents 13, 14, si vous avez compris ces deux transparents, c'est que vous avez compris les relations de causalité ou les relations de cause à effet qui existent entre les composants d'une chaîne fonctionnelle, c'est-à-dire ma partie commande, mes préactionneurs, mes actionneurs, mes effecteurs, mes produits, mes capteurs. Vous avez compris que ces composants sont liés et qu'il existe un lien de cause à effet entre je fais évoluer une sortie de la partie commande, cette évolution de la sortie de la partie commande va modifier l'état du préactionneur, qui lui va faire évoluer un actionneur. Cet actionneur, donc par exemple un vérin qui va sortir, va permettre à une pièce de se déplacer. Donc comme la pièce se déplace et que le vérin est sorti, potentiellement il y a un capteur qui va changer de valeur. Comme le capteur change de valeur, du coup la partie commande va résoudre ses équations de nouveau, et donc la sortie potentiellement va de nouveau changer de valeur, etc. etc. Donc ici, on va avoir une représentation de ces relations de cause à effet avec ce qu'on appelle un diagramme de séquence qui est issu d'un langage qui s'appelle SysML. Donc pour les étudiants issus de bac STI 2D, c'est peut-être des choses que vous avez vues. Donc on va simplement représenter au cours du temps l'évolution de chacun des composants de notre chaîne fonctionnelle. Alors bon, on les a vus, nos composants, PC, partie commande. Donc la partie commande, nous, elle va simplement se caractériser par les entrées et les sorties de cette partie commande étant un automate programme industriel. Donc on va représenter initialement les valeurs de chacune des entrées, de la variable interne et de la sortie. Ensuite, le composant de type préactionneur, donc notre fameux distributeur 2V1, au début il est dans la position P2. Notre actionneur, c'est-à-dire le vérin 2A1, au début il est rentré. On a les composants de type produit, donc ici ce sont des palettes qui vont se déplacer, qui avancent, qui sont bloquées, qui avancent, qui sont bloquées, en fonction bien évidemment de l'état de l'actionneur. Et puis on a deux capteurs, donc deux composants de petits capteurs, 3B1, donc qui est le capteur qui permet de détecter l'arrivée d'une palette, et puis le capteur qui est monté sur le vérin, qui permet d'indiquer quand le vérin est sorti. Donc bien évidemment, il faut imaginer au début, sur le convoyeur, il n'y a pas de palette. Donc comme il n'y a pas de palette, le capteur 3B1 est à l'état faux. Le vérin étant rentré actuellement, le capteur 2S1 est faux. Et au niveau de l'automate, les deux entrées sont à 0. Voilà. On a une demande de palette, donc en fait la variable interne, quand elle est vraie, ça représente le fait que le poste suivant, le poste de production, a besoin d'une palette. Et puis la sortie 1, donc qui permet de piloter le préactionneur de vérin, est à 0. Bon, le distributeur est en position P2, le vérin est rentré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un jour ou l'autre, il y a une palette qui va être disposée sur le convoyeur, qui va arriver, et cette palette avance. Elle va avancer jusqu'à quand? Jusqu'au moment où en fait elle va être détectée par le capteur 3B1. Donc, ce qui est à l'origine de l'évolution, le premier événement,
c'est le fait qu'une palette arrive devant le capteur 3B1. Comme une palette arrive devant le capteur 3B1, le capteur qui était à l'état faux va passer à l'état vrai. Cette information va donc remonter jusqu'à un automate programmable industriel, et donc l'entrée, alors 3B1 était câblé sur l'entrée numéro 1, et donc l'entrée numéro 1 qui était fausse passe à vrai. Quelque temps ensuite, l'automate, alors ce que je vous disais, il faut que l'automate ensuite réalise l'exécution du programme. Une fois qu'il a exécuté toutes les équations, il faut qu'il mette à jour ses sorties. Alors à l'échelle de l'automate, ça prend un peu de temps. À notre échelle de temps, à nous d'êtres humains, c'est quasi instantané, puisque là on parle de quelques dizaines de millisecondes. Et donc quelques dizaines de millisecondes plus tard, la sortie Q1 est devenue vraie. Donc c'est le temps pour l'automate de réaliser, d'exécuter le programme et de mettre à jour les sorties. Une fois que la sortie Q1 est devenue vraie, eh bien, on va agir, donc la partie commande va agir sur le préactionneur, donc sur le distributeur. Il était dans sa position P2, il va passer dans la position P1. Alors vous voyez qu'à chaque fois, il y a des petits décalages, le temps s'écoule du haut vers le bas, et donc bien évidemment, entre le moment où Q1 passe à vrai et le moment où le distributeur passe dans la position P1, il y a un petit temps qui s'écoule. Alors, on va dire que les phénomènes électriques sont quasiment instantanés, donc à partir du moment où la sortie Q1 devient vraie, la bobine du distributeur est quasiment instantanément alimentée. En revanche, comme vous le verrez en TP, dans le distributeur, il y a des pièces qui se déplacent, et donc le déplacement des pièces ne se fait pas à la vitesse de la lumière, et donc il y a forcément un temps, ce qu'on appelle un temps de commutation du distributeur, c'est-à-dire un temps de changement de position. Une fois que mon distributeur aura atteint cette position P1, on va donc venir mettre sous pression la grande chambre. De la même manière, quand vous soufflez dans un ballon, vous ne le gonflez pas immédiatement. Donc il faut le temps de remplir d'air la chambre du vérin, que la chambre du vérin monte en pression, le vérin va commencer à se déplacer. Au fur et à mesure que le vérin se déplace, le volume de sa chambre augmente, et donc en fonction du débit d'air, et donc ça des caractéristiques du distributeur, il va falloir un peu de temps, effectivement, pour que le vérin commence à sortir. Donc le vérin va sortir, donc ce qu'on a indiqué ici, sortie en cours, jusqu'à arriver en position sortie. Une fois qu'il est en position sortie, bien évidemment, ça permet, lorsque le vérin sort, à un moment donné, on va actionner le système de sas pendant la sortie du vérin, et donc la palette qui était bloquée va pouvoir passer le sas et avancer. Donc ça, on voit que c'est l'actionneur qui agit sur le produit. De la même manière, une fois que le vérin sera complètement sorti, eh bien, le capteur qui détecte la position sortie du vérin, il était faux, le capteur 2 S1, passe à vrai. Donc là, d'un point de vue des relations de cause à effet, c'est l'actionneur qui va agir sur l'état du capteur. Donc bien évidemment, comme le capteur change d'état, cette information remonte à ma partie commande. Donc c'est le capteur qui agit sur les entrées de la partie commande. Ma partie commande va résoudre ces équations et va donc, suite à la résolution des équations, est amenée à mettre à 0 la sortie 1. La sortie 1 revenant à 0, la partie commande va agir sur mon préactionneur et donc va couper l'alimentation de la bobine. Et donc en coupant l'alimentation de la bobine, le préactionneur repasse dans sa position P2. Mon préactionneur va donc agir sur mon actionneur qui, lui, va donc maintenant rentrer. Donc ce qu'il faut retenir de ces schémas et du schéma précédent, ce qu'il faut comprendre dans un système automatisé, c'est simplement cette relation de cause à effet. Et ça se mord la queue, puisque si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué, les produits vont agir sur les capteurs vont agir sur les entrées de la partie commande, qui va du coup modifier ses sorties. Les sorties de la partie commande vont agir sur les préactionneurs vont agir sur les actionneurs, et les actionneurs vont agir, eux, sur l'état des produits et l'état des capteurs. Et on recommence, puisque comme l'état des produits des capteurs évolue, bien évidemment, ça va modifier les entrées de la partie commande, ce qui va modifier ses sorties, modifier l'état des préactionneurs, puis des actionneurs, et ainsi de suite. Bien évidemment, tout ça n'est pas instantané, comme vous le voyez sur le schéma qui est représenté ici, et donc on a des délais, donc le temps nécessaire au capteur pour changer d'état, c'est souvent des phénomènes électriques, c'est quasi instantané. Le temps de traitement de l'automate, c'est-à-dire une fois qu'une entrée a évolué, il faut le temps qu'il exécute son programme et qu'il mette à jour ses sorties. Le temps pour un préactionneur de changer de position, c'est-à-dire le temps de commutation, en fonction de votre préactionneur, du distributeur, vous en avez qui vont aller plus ou moins vite. Et puis en fonction, ensuite, le temps nécessaire à votre actionneur pour se mettre en mouvement
et sa vitesse une fois qu'il a atteint, on va dire, un état, un mouvement qui est stationnaire. Voilà, donc ces deux transparents 13 et 14, c'est vraiment l'objectif du premier semestre, c'est vraiment ce qu'il faut retenir et ce qu'on essaiera de voir également lors des TP, c'est comprendre quels sont les composants de base d'un système automatisé et comment sont-ils liés ensemble. Bon, il y a quelques animations que je passe puisque c'est simplement la poursuite du cycle et ça n'a pas forcément d'intérêt après. Alors, bien évidemment, en TP, on ne va pas les compléter ici dans le cadre du cours. En TP, on va vous faire reprendre en fait ces notions-là. On va vous faire compléter un tableau. Alors, on ne vous fait pas sous forme de diagramme de séquence parce que ça peut être un peu long, un peu fastidieux à remplir, mais on vous le fait sous forme de tableau. Donc le tableau, bah, c'est simplement dire quelle est la valeur des entrées de la partie commande, c'est-à-dire dans quel état sont les capteurs ou les boutons. En fonction des équations, ça me permet de calculer les valeurs des sorties. Bien évidemment, en fonction des sorties, je vais pouvoir en déduire dans quelle position sont placés chaque distributeur. En fonction des distributeurs et de la position actuelle de l'actionneur, je saurai s'il y a mouvement ou pas, et s'il y a mouvement, quel peut être l'effet sur les entrées. Et une fois que j'ai traité une colonne, je reprends la valeur qui est en bas et je la reporte en haut, et ainsi de suite. La valeur ici n'ayant pas bougé, bien évidemment, il n'y a rien à faire. Donc là, c'est un exemple où il y a une évolution, donc vous verrez ça en TP, c'est plus simple. Donc c'est ce qui est représenté ici, c'est la même chose que ce que je vous ai présenté sur le transparent 14. Donc sur le diagramme de séquence, simplement c'est une forme c'est sous forme de tableau et c'est un peu plus simple pour vous à compléter quand vous êtes en travaux pratiques. Voilà, donc vous retrouverez des informations dans votre guide, dans votre fanchon sur l'automatisme. Alors simplement, pour conclure sur l'objectif du module du semestre 1, donc je vous rappelle ici qu'on a la structure générale d'un système automatisé, on a une partie opérative, donc des vérins, des moteurs, une interface qui est constituée de préactionneurs et de capteurs, et au-dessus, une partie commande. Nous, ce semestre, pour le début de l'automatisme, on va s'intéresser simplement à ce qu'on appelle des systèmes de commande logique. Ça veut dire que les signaux échangés entre notre partie commande et nos interfaces sont des variables booléennes. Ça veut dire qu'une bobine de distributeur, elle est alimentée ou pas. Donc la sortie d'automate, elle est soit vraie, soit fausse. De la même manière, les capteurs, soit le vérin est sorti, et donc le capteur était vrai, par exemple, dans l'exemple précédent, soit le vérin n'est pas sorti, et le capteur est faux. Donc l'information qui remonte à l'automate, c'est vrai-faux. Donc ici, on a des variables qui sont booléennes. Voilà, il y a également d'autres. En automatisme, on a aussi besoin parfois d'avoir des systèmes de commande continue, alors pour faire ce qu'on appelle de la régulation de l'asservissement. Un exemple de régulation que vous connaissez tous, vous montez dans une voiture qui est la climatisation, vous mettez la climatisation sur 20 ou 21 degrés, donc ça c'est ce qu'on appelle la consigne, et bien évidemment le but c'est de réguler la température dans le véhicule pour qu'il corresponde à la température que vous avez indiquée, c'est-à-dire 20 degrés. Ce qui est affiché sur le tableau de bord de la voiture, c'est la consigne, c'est ce que vous souhaitez. Et si vous mettez un thermomètre dans la voiture, il ne fait certainement pas la même température juste sur le pare-brise à l'avant, vers le siège arrière gauche et dans le coffre. Donc forcément, il y a ensuite des mécanismes de régulation, c'est-à-dire il y a des capteurs dans la voiture qui vont observer la température réelle dans le véhicule et qui vont gérer le débit d'air et la température de l'air pour essayer de rester le plus proche de la température souhaitée par l'utilisateur. Voilà, classiquement, vous voyez, vous montez dans une voiture en plein été quand il fait très chaud, le débit d'air de la climatisation va être très élevé avec une température très froide, puisqu'il y a un écart très important entre ce que vous avez demandé, votre consigne, 20 degrés, et la température dans le véhicule qui peut atteindre des 40, des 50 degrés, voire plus en plein soleil. Autre également concept, l'asservissement, vous verrez chez nous plutôt au semestre 4, puisque là ça fait appel à des outils mathématiques comme la régulation un peu plus complexe. L'asservissement, vous allez très rapidement utiliser des équipements avec des asservissements. Asservissement, c'est quoi? C'est en fait, vous allez voir en usinage, notamment, quand on usine, quand on veut usiner, alors si un jour, on va prendre un usinage simple, on va prendre un perçage, si un jour vous avez tenu une perceuse, pour percer, il faut quand même un petit peu appuyer, notamment dans le métal ou dans le béton. Et donc, bien évidemment, l'usinage, va y avoir ce qu'on appelle des efforts de coupe. Et ça va avoir tendance, en fait, à, on va dire, contrarier la machine. Et donc, le but de l'asservissement, c'est de suivre une trajectoire, quels que soient ces efforts de coupe. Donc, bien évidemment, les principes des asservissements, on va les retrouver sur nos machines d'usinage à commande numérique, que vous ferez au semestre 2, la machine de pliage à commande numérique, la machine découpe jet d'eau, etc., etc.
Mais là, c'est ce que vous verrez au semestre 4. Donc pour conclure sur l'objectif du module d'automatisme du semestre 1, donc quel est l'objectif en automatisme? On a une partie opérative qui est existante, qui a déjà été conçue par plutôt le bureau d'études mécaniques, et on souhaite maintenant automatiser la machine, c'est-à-dire réaliser le programme qui va permettre de gérer le cycle de notre machine. Donc nous, on va se focaliser plutôt sur notre partie commande, et donc notre objectif, c'est de concevoir et réaliser une partie commande logique. Donc pour ça, pour concevoir et réaliser une partie commande logique, on va s'intéresser à la partie commande. Elle possède des entrées qui sont reliées au capteur ou à des boutons. Elle possède des sorties qui vont être liées vers les bobines des préactionneurs, donc soit des distributeurs, soit des relais, soit des contacteurs, soit d'autres. Et bien évidemment, l'objectif pour nous en automatisme, c'est de trouver la relation logique qui existe entre les sorties et les entrées, sachant que l'ensemble de ces variables sont des variables dites booléennes, et donc la partie commande va définir les évolutions des sorties en fonction de celles des entrées. Donc nous, on recherche cette relation. C'est le but de l'automatisme, c'est de rechercher la relation qui existe entre les sorties et les entrées. Donc pour ça, c'est notre objectif au semestre 1, c'est de vous initier à ça, avec des premiers langages de programmation et de formalisation. Mais comme on l'a vu pendant le cours, faut connaître quelques éléments, connaître les composants de base d'un système automatisé, c'est quoi un préactionneur, un actionneur, un effecteur, un capteur, un automate, connaître la structure fonctionnelle d'un système automatisé, c'est-à-dire quelles sont les relations de causalité entre les composants que je viens de citer, est-ce que c'est l'actionneur qui agit sur le préactionneur ou inversement, et ensuite quels sont les outils et les méthodes qui permettent de définir formellement les relations entre les sorties et les entrées. Alors pourquoi je dis formellement? Parce que là, tout le langage naturel, c'est ce qu'on appelle un langage informel. Vous pouvez, quand vous m'écoutez, avoir tous une interprétation différente. Et puis de toute façon, on ne va pas au final programmer nos machines en langage naturel. Donc on a besoin d'un langage formel. Et ce langage formel veut dire qu'une fois que j'ai écrit une équation, quelle que soit la personne qui lit cette équation, tout le monde doit comprendre la même chose. Voilà pour l'objectif du module d'automatisme au semestre 1. Vous trouverez quelques transparents, c'est des compléments en fait suite à celui-ci. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vous les montre juste, c'est simplement pour apporter des compléments, notamment quand vous serez en TP. Et donc, avant de montrer ces compléments, une petite conclusion, puisque ce qui va être important sur une partie commande au départ, c'est d'identifier le nombre d'entrées, c'est d'identifier les entrées, d'identifier les sorties. Donc si je reprends les exemples qu'on a vus tout au début d'automatisme, si je prends dans le domaine grand public, une automobile a en moyenne 50 capteurs, ça veut dire que j'ai en moyenne 50 entrées. Sur une voiture en moyenne gamme, non autonome, d'accord, et une centaine de capteurs sur des hauts de gamme, voire plus, et notamment aujourd'hui si on va sur du véhicule autonome. Avec des actionneurs, en fait, on va réguler les actionneurs, ça peut être quelques dizaines, voire beaucoup plus en fonction du niveau de la voiture. Sur le robot Mindstorm, si vous achetez la version de base, vous aurez 4 capteurs, c'est-à-dire 4 entrées, et 4 moteurs que vous pouvez gérer, et donc en fait, on a une partie commande avec 4 entrées, 4 sorties. Si vous prenez les remontées mécaniques, on a énormément de capteurs, puisqu'on avait vu que l'automatisation des remontées mécaniques a surtout un objectif de sûreté et de gestion de la sécurité, donc 400 capteurs environ sur une remontée mécanique. Très peu d'actionneurs, puisqu'en fait on a un moteur principal qui permet de faire tourner l'ensemble. Si vous prenez le Storm Somfy, on a 5 capteurs, le vent, il doit y avoir le vent, le soleil, et puis 3 demandes de l'utilisateur, et puis un seul moteur, ça veut dire un seul actionneur. Voilà. Et donc, pour piloter cet actionneur, bien évidemment, comme il faut le faire sortir et rentrer, généralement, on aura 2 sorties associées à cet actionneur. Sur les installations industrielles, on va passer sur des dimensions beaucoup plus grandes, puisque si vous regardez une application type tunnel autoroutier, et ici sur le tunnel du Mont Blanc, on est à plus de 4000 capteurs sur l'ensemble du tunnel. Si vous prenez une ligne de production dans l'automobile, très rapidement, vous arrivez sur des machines, même pas sur l'ensemble de la ligne, mais sur une machine à 1000 capteurs, 1000 actionneurs. C'est des tailles d'automatisme qui sont classiques dans le domaine industriel. Donc bien évidemment, nous, en travaux pratiques, on aura des machines de type machine de tri, avec quelques sorties, quelques entrées pour aborder les concepts de l'automatisme. Voilà, donc je termine ici la partie 1, et donc la partie 2, c'est simplement une partie informative sur la conception d'un système de commande logique, sachant qu'historiquement, il n'y avait pas de moyen de programmer, donc on avait des parties commandes, ça fait très longtemps qu'on sait faire de l'automatisation, avec des parties commandes qui étaient purement matérielles, ça veut dire sans programme, en électricité, en électronique, voire même en pneumatique, et puis ensuite on est passé
À partir des années 80, c'est accéléré en fait l'arrivée des automatismes programmables, et donc avec une partie matérielle, hardware, et une partie soft, c'est-à-dire les programmes que vous allez réaliser en TP. Et donc ici, quelques exemples, on va dire, pour chacun de ces systèmes. Donc, qu'est-ce que peut être une partie commande purement matérielle, une partie commande matérielle et logicielle, et comment on peut les choisir. Donc, purement matériel, voilà, aujourd'hui, il existe effectivement trois technologies pneumatiques. Donc, on a des fonctions logiques en pneumatique. Vous pouvez trouver une porte E, une porte OU, une porte non en pneumatique, ça s'achète. L'avantage du pneumatique, c'est que ça ne fait pas d'étincelles. Donc, dans des environnements explosifs, c'est quand même très très intéressant de pouvoir faire des parties commandes avec des composants pneumatiques pour éviter tout risque d'explosion. Alors, il existe des composants électriques spécifiques, ce qu'on appelle environnement ATEX, en atmosphère explosive, notamment dans les cabines de peinture ou dans d'autres domaines. On a malheureusement eu des exemples en France et à l'étranger d'explosions industrielles. Donc, on manipule parfois des produits avec des risques importants, et donc ces risques d'explosion doivent être gérés au niveau de l'automatisme. On peut être sur des composants électriques, ça veut dire qu'on va avoir des relais, c'est-à-dire que je vais directement câbler mon capteur sur un relais, et quand le capteur va changer d'état, le relais s'ouvre ou se ferme. Donc à l'époque, on faisait des schémas électriques pour présenter les relais, et puis en fonction de la position des relais, ça venait alimenter une bobine directement. Et puis on peut aussi avoir des cartes électroniques sans processeur, c'est ce qu'on appelle de l'électronique numérique, donc avec des composants, sur chaque composant, vous avez des fonctions et des fonctions OU, et là, bien évidemment, les gens faisaient des schémas électroniques. Ensuite est arrivé dans les années 80 donc, tous les systèmes programmables. Alors bien évidemment, on a vu tout au début que dans les systèmes automatisés, on va dire qu'il y a deux grandes familles, ce qu'on appelle les systèmes embarqués. Donc les robots mobiles, par exemple Pathfinder sur Mars, mais un drone, une voiture, etc. Donc ces systèmes embarqués posent des problématiques d'un point de vue conception qui vous concerne vous, en génie mécanique, qui est l'encombrement, c'est-à-dire il ne faut pas prendre trop de place, il faut minimiser en fait la masse, parce que imaginez que sur le drone, je viens de lui coller un ordinateur, il va avoir quand même beaucoup plus de mal à voler le drone avec un ordinateur classique. Et puis d'énergie, puisque du coup il faut minimiser, puisqu'on est sur un système embarqué et donc qui embarque sa propre énergie, il faut minimiser la consommation de notre partie commande. Donc on est bien souvent sur des systèmes, dans les systèmes embarqués, sur des cartes avec des microcontrôleurs. Donc pour ceux qui auraient fait en première et terminale, par exemple, des cartes de type Arduino, mais il n'y a pas que celle-ci, il y en a plein d'autres. Et quand on est sur des systèmes non embarqués, donc un système de production, que ce soit un système de production dans l'automobile, un système de production dans le domaine de l'électricité, dans le nucléaire, dans l'agroalimentaire, le système de production, il n'y a pas de contrainte de masse. Vous pouvez très bien poser un PC ou un automate au niveau du système de production, ça ne se pose pas de souci. Il n'y a pas de problème d'alimentation électrique, vous êtes relié au réseau électrique. Même si aujourd'hui les industriels cherchent à minimiser leur consommation, ce n'est pas la partie commande qui consomme, et il n'y a pas de problématique d'encombrement. Donc globalement, on pourrait imaginer on a trois grandes familles, on va dire, d'équipements pour réaliser notre partie commande. Soit prendre un ordinateur personnel, donc ce qu'on appelle un PC, personal computer, en l'équipant d'une carte d'entrée-sortie. Donc ça, vous verrez ça notamment en dimensionnement des structures. Alors c'est pas dans un objectif d'automatisation, mais c'est dans un objectif de mesure. Donc là, il y a des ordinateurs équipés avec des cartes d'entrée-sortie. L'inconvénient d'un ordinateur, c'est sa fiabilité. Vous avez tous vécu comme moi certainement des blocages de Windows qui nécessitent d'arrêter de PC, de redémarrer, d'attendre un certain temps. Ce n'est pas envisageable quand on vient piloter une machine qui présente des risques industriels, des risques pour la machine elle-même de destruction, des risques pour les personnes qui sont autour. Et donc on a besoin d'un niveau de fiabilité plus élevé. Donc cette fois-ci, on va parler de PC industriel. Ça reste un ordinateur. Simplement, il n'a pas le même prix, mais il n'a pas la même fiabilité. Donc les composants sont choisis. Et donc on a des niveaux de qualité supérieurs. Ça pose encore un souci, ces PC industriels, c'est que au début, il faut traiter toute la partie acquisition des entrées, action sur les sorties, toutes les problématiques d'électronique, d'informatique industrielle, qui ne sont pas forcément simples, d'où l'utilisation dans les domaines de la production des automates programmes industriels qui vont nous éviter toutes ces difficultés. Voilà, je ne commande pas le dernier transparent qui concerne en fait les critères de choix, les atouts. Je vous le laisse lire et je m'arrête là pour ce deuxième amphi. Et je vous dis à bientôt, à plus tard au semestre 2 pour les amphis. Et puis d'ici là, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Merci, bonne journée.